Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité, Aurélien Rousseau, bonjour. 4 mois après votre arrivée à la tête du ministère de la Santé, les dossiers s'accumulent sur votre bureau. De l'aide médicale d'État au centre du projet de loi immigration de Gérald Darmanin, aux économies sur les dépenses de santé, en passant par les négociations conventionnelles avec les médecins libéraux ou aussi la pénurie de médicaments. Dans ce contexte, le système de santé est-il toujours compatible avec les besoins et les attentes des Français ? Et puis en clair, le modèle social français n'est-il pas obsolète ? Mais pour commencer, Aurélien Rousseau, que retenez-vous de Gérard Collomb, l'ancien maire de Lyon et ex-ministre de l'Intérieur qui est décédé hier ? Je retiens de Gérard Collomb cette figure d'abord qu'on connaît de moins en moins, d'une personne qui s'attaque à un projet d'une vie, celui de transformer sa ville, du professeur agrégé de lettres classiques qui va de réunion de militants en réunion de militants, sur qui personne n'aurait misé un centime et qui réussit à s'imposer comme un bâtisseur, un visionnaire, un transformateur. J'en retiens aussi un homme qui a beaucoup accompagné les hôpitaux de Lyon, qui étaient dans une situation difficile et qui a tout fait pour que ça devienne aujourd'hui les hospices civils de Lyon dans leur niveau d'excellence tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc voilà, ce sont des figures... j'espère qu'on croisera encore dans la vie politique des figures comme lui. Et puis, c'est un de ceux qui, le plus tôt, sans doute, a fait ce choix d'accompagner Emmanuel Macron en étant convaincu de la nécessité du dépassement, qu'il, d'une certaine manière, il avait déjà mis en œuvre dans sa ville. Nécessité du dépassement, y compris sur des dossiers comme celui de la sécurité d'immigration. Gérard Collomb, qui avait lié son départ de Beauvau en octobre 2018 à un désaccord avec Emmanuel Macron sur la politique migratoire. 5 ans après, est-ce qu'avec le projet de loi immigration de Gérald Darmanin, l'exécutif ne donne pas raison à l'ancien ministre de l'Intérieur ? Je ne sais pas si on donne raison à l'ancien ministre de l'Intérieur. Il a donné pas mal il a par ailleurs donné pas mal d'éléments sur son départ. Le projet de loi immigration, il est un projet qui se veut un projet équilibré et un projet juste et un projet d'efficacité. Ouais. Oui, c'est dû en même temps parce que en son sein, je le dis par ailleurs, il n'y avait pas du tout, par exemple, de mesures sur l'AME. C'est le Sénat qui les a ajoutées. Il y a par contre des mesures sur la possibilité de régulariser des personnes qui travaillent en France et qui sont en situation irrégulière mais qui y travaillent. Et puis, plus d'efficacité, en effet, pour renvoyer dans leur pays les personnes qui ont été déboutées de toutes leurs demandes pour rester sur le territoire national. Alors justement, vous parlez de l'AME. Dans le cadre du projet de la immigration, il y a un débat sur l'AME que les sénateurs ont supprimé. Gérald Darmanin au Sénat a donné un avis de sagesse. On a cru comprendre que vous n'étiez pas sur la même ligne que votre collègue Gérald Darmanin. Pourquoi ? Je n'étais pas sur la même ligne, même si aujourd'hui Gérald Darmanin a redit qu'il n'était pas favorable à la suppression de l'AME, parce que l'AME, c'est quoi ? C'est le fait qu'un étranger... Non, donc lui n'est pas favorable, et vous n'avez jamais été favorable à ça. Voilà. Pourquoi ? Je suis pas favorable parce que c'est un dispositif à la fois de santé pour les personnes en situation irrégulière, mais c'est aussi un dispositif de santé publique. Santé publique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, y compris quand on est malade, mais pas forcément en situation d'urgence vitale, on peut être contagieux, on peut développer et porter des pneumopathies. On a en ce moment, par exemple, une recrudescence de certaines pneumopathies. Est-ce qu'on est dans une situation d'urgence ? Non, mais pourtant, il faut bien que même un étranger en situation irrégulière il puisse aller chez le médecin de ville et pas simplement aux urgences pour être soigné sur cette situation-là. Et puis par ailleurs, c'est aussi un principe de solidarité. Un principe moral ? Oui, un principe moral. Et après, je le dis très clairement. Le principe moral, il n'empêche pas que c'est une des dépenses de l'État qui est la plus contrôlée, qui a été revue en 2019 sous l'égide d'Édouard Philippe pour revoir le panier de soins. Et après, tout débat est légitime. On peut toujours ouvrir le débat. Mais l'aide médicale d'urgence consisterait à dire un étranger en situation irrégulière, on attend qu'il soit très malade pour aller aux urgences et se faire soigner.
Je ne pense pas par ailleurs que ça améliore significativement la situation de nos hôpitaux. Sylvain Maillard, le patron des députés Renaissance, a affirmé qu'il était hors de question de supprimer l'AME. Comment vous envisagez, dans ce contexte, le débat à l'Assemblée sur ce point du projet de loi immigration ? Je pense Parce qu'il qu'a est... priori, LR va poursuivre sur la lancée de ce qui a été voté au Sénat. Moi, je crois d'abord je partage ça totalement avec Gérald Darmanin, je crois au débat et aux discussions parlementaires. Mais ce point-là n'a par ailleurs objectivement, et j'allais dire y compris constitutionnellement, rien à faire dans un projet de loi sur l'immigration. C'est ce qu'on appelle un cavalier. Oui, c'est ce qu'on appelle un cavalier. Il n'y a le projet de loi du gouvernement, donc porté par Gérald Darmanin et Olivier Dussopt, ne comportait aucune disposition ni sur l'AME, ni sur les étrangers malades. Donc je pense qu'il est clair que sur ce point-là, on doit en revenir au projet initial du gouvernement. Sinon, il apparaît possible, éventuellement même tout à fait certain, que le Conseil constitutionnel invalide cette disposition, si c'était voté. Après, le Conseil constitutionnel, il est évidemment souverain, mais je crois qu'il n'y a pas trop de doute, en effet, sur le caractère d'irrecevabilité, parce que le texte ne porte pas sur ce sujet-là. Alors, le 3 octobre 2018, jour de son départ du ministère intérieur, on reparle de Gérard Collomb, il avait laissé cette phrase en forme de bombe politique qui avait été vue comme une bombe politique à l'époque. Aujourd'hui, avait-il dit, on vit côte à côte, je crains que demain on ne doit vivre face à face. L'ex-ministre de l'Intérieur visait alors la loi du plus fort, les narcotrafiquants et les islamistes radicaux. Est-ce qu'il avait raison ? Et est-ce qu'on ne paye pas aujourd'hui un déni en la matière ? Je crois vraiment pas qu'il y ait de déni en la matière. Ce qui est sûr, et on le voit en ce moment, c'est que les conflits, la violence et le drame notamment qui se joue après l'attaque terroriste effrayante du Hamas le 7 octobre, on doit tout faire, on doit se battre pour que ces déchirures-là ne déchirent pas le peuple français et ne déchirent pas notre vocation universelle. Et c'est vrai aujourd'hui qu'on a le sentiment qu'il faut toujours, quels que soient les sujets, choisir un camp. Et là, la société s'est durcie, ça ne fait pas de doute. Dans l'autre sens, j'espère qu'il y a des progrès sur des choses qu'on ne vivra plus, qu'on ne vivra moins, dont on parle. On parle maintenant du harcèlement à l'école, on parle de l'inceste, on parle de sujets qui étaient des choses atroces et affreuses, qui étaient sous une chape de plomb. Mais c'est vrai qu'on a devant nous, et c'est le combat de la politique, et je pense que c'est le combat, par exemple, évidemment, du président et de la première ministre, qu'on n'ait pas une espèce de tectonique des plaques où des plaques de la société s'éloignent les unes des autres. Gérard Collomb, qui a considéré aussi en 2020 que Gérald Darmanin n'avait pas tort de parler d'ensauvagement de la société. Vous en dites quoi ? Vous parlez aussi d'ensauvagement de la société ? Non, moi, je n'ai pas je ne retiens pas ce vocabulaire, parce que je pense qu'il charrie avec lui beaucoup de choses. Après, la société est très dure. Peut-être qu'elle se durcit encore plus, mais le combat des politiques, le combat du président depuis 2017, c'est celui de croire à l'émancipation et à l'universalisme. Donc c'est des mots, et ce ne sont pas des mots naïfs. Tout le sujet, c'est que ces mots-là ne soient pas des mots en l'air, des imprécations, mais qu'on en fasse au concrètement, des réponses aux Français. Concrètement, il y a l'actualité. Est-ce que l'assassinat du jeune Thomas à Crépol ne participe pas justement à cet ensauvagement de la société ? Je pense que d'abord c'est un drame terrifiant. Je salue la vitesse à laquelle la gendarmerie, en l'espèce, a identifié des présumés acteurs, auteurs de ces actes atroces. Après, on peut faire la litanie de ces actes. On les voit depuis longtemps. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut absolument rien banaliser de ce qui est inacceptable, intolérable. Je ne pense pas qu'il y ait d'ensauvagement de ce point de vue-là. Mais notre société est une société de dureté, de violence, et on doit donner à la fois une réponse en termes de sécurité qui soit implacable,
et une réponse en termes de perspective d'émancipation qui soit tout aussi implacable. Et quand vous constatez que l'extrême droite tente de récupérer l'assassinat de ce jeune Thomas pour justifier une campagne contre l'immigration, qu'est-ce que ça vous inspire ? Moi, je trouve que l'extrême droite, en ce moment, elle a mis la main sur une grande lessiveuse. C'est-à-dire C'est la grande lessiveuse, elle se fait l'héroïne ou la chantre de la lutte contre l'antisémitisme pour pouvoir plus tranquillement et sereinement taper sur toute forme d'immigration. Sur les musulmans. Hein. Sur les musulmans. Qu'on tape et qu'on se batte contre l'islam radical, c'est une constante qui a commencé, y compris avant ce quinquennat. Moi, j'ai servi sous Manuel Valls, qui était un engagement extrêmement ferme. Mais l'extrême droite, elle essaie de porter cette assimilation. Et dans son œuvre de blanchiment, c'est vrai que la France insoumise l'aide bien. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, vous dites Front National, enfin Rassemblement National, France Insoumise, bonnet blanc bonnet. Non, je reprendrai pas. Vous venez du ouais. Parti communiste. Je ne reprendrai pas. De Jacques Duclos. Je ne reprendrai pas cette phrase de Jacques Duclos parce que ce relativisme-là, il est le même qui fait qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, l'antisémitisme viscéral, ontologique du Front National, on fait comme s'il était aujourd'hui un petit épisode de l'histoire de ce mouvement qui a une suite qui s'appelle le Rassemblement National. Mais je dis qu'à des moments, il y a objectivement, alors je ne sais pas jusqu'où tout ça est une politique consciente et organisée, dont le but est un but électoraliste. Vous parlez de qui ? Des deux côtés. Rassemblement National et France Insoumise. On va en reparler de toute façon. Certains reprochent, alors par rapport à l'assassinat, puisque c'est Emmanuel Macron qui a parlé des assassinats, l'assassinat du jeune Thomas, donc certains reprochent au gouvernement d'avoir traité de deux manières différentes la mort de Nahel et celle de Thomas. Certains disent, pourquoi il n'y a pas eu de minute de silence, par exemple, à l'Assemblée ? Alors je ne sais pas dire pourquoi il n'y a pas eu de minute de silence. Est-ce que vous le regrettez ? À l'Assemblée. Pour dire les choses autrement, si les proches de Nahel, une partie de la société considère qu'il y a eu deux approches ou qu'on a mis en balance deux morts, à ce moment-là, les proches de Thomas, vous voulez dire ? Oui, les proches de Thomas, je prie de m'excuser. Alors oui, on aurait dû faire autrement. Après, le drame qu'on a connu au début de l'été avec la mort de Nahel, il a embarqué aussi beaucoup d'autres sujets. Il y avait ces images terrifiantes aussi, mais une vie vaut une autre vie, évidemment. Et donc sans doute qu'il faudra qu'on soit aussi plus attentif dans les mots qu'on emploie là-dessus. Alors, on en vient à votre domaine de compétences ministérielles, la santé, la politique de santé. Est-ce que vous partagez l'analyse d'Éric Chenus, le président de la Mutualité française, qui considère que l'accès aux soins continue de se dégrader dans la mesure où 87% de la population française vit dans un désert médical ? Alors, évidemment, il faudrait... Dégradation ou pas ? Il faudrait vivre dans un autre pays. Oui, il y a une dégradation. Il y a une dégradation et ce système de santé, on est en train, depuis 6 ans, d'essayer de le transformer pour stopper cette dégradation, d'une part, et puis pour reprendre une autre voie. Stopper la dégradation, c'est déjà la décision du président de la République en 2018 de supprimer le numerus clausus, c'est-à-dire... Mais qui existe d'une autre manière. Non, aujourd'hui, on forme 10 000 médecins par an. Entre 1993 et 1995, on en formait 3 500. Mais le monde médical vous dit qu'il en faut plus encore. Il en faut peut-être plus, mais la question est de savoir où ils iraient s'installer. Ouais. Donc, notre sujet aujourd'hui aussi, c'est de se dire qu'on a sur le territoire une richesse inouïe qui sont les autres professionnels de santé, les pharmaciens, les infirmières, aux côtés des médecins, les kinésithérapeutes, et qu'en fait, on doit pouvoir arriver à construire un autre modèle, parce qu'en fait, on ne... C'est-à-dire qu'ils pourront agir dans le domaine médical de manière complémentaire à ce qui est fait par les médecins. Oui, c'est cette idée de partage des compétences. Aujourd'hui, j'ai présenté dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale
une disposition qui fait que quand vous avez une suspicion d'angine ou de cystite, vous pouvez aller voir le pharmacien qui peut vous faire un test rapide d'orientation diagnostique, comme on dit, un TROD, c'est-à-dire mettre dans votre gorge un écouvillon pour voir est-ce que c'est bactérien ou viral, et si c'est bactérien, vous prescrire un antibiotique. Donc pas utile d'aller chez le médecin. Inutile. C'est les deux, c'est 9 millions de visites chez le médecin chaque année. Ouais. Et la cystite, on connaît tous la scène du samedi soir chez le pharmacien, la femme sait ce qu'elle a, une infection urinaire, le pharmacien sait ce qu'il doit lui délivrer, et il ne peut pas. Donc c'est pas une mise à l'écart des médecins, ça je suis convaincu que non, c'est travailler de manière un peu plus horizontale, sous la coordination du médecin et en toute sécurité. Alors l'association Que Choisir a déposé mardi un recours devant le Conseil d'État pour dénoncer l'inaction, entre guillemets, hein, c'est un terme qui a été utilisé par cette association, inaction du gouvernement devant les inégalités croissantes d'accès aux médecins de premier recours, dont les généralistes, les gynécologues, les ophtalmologistes et les pédiatres. Vous vous êtes dit énervé par ce recours, pourquoi ? Parce que le terme d'inaction, s'il y en a un qui ne correspond pas... Mais vous êtes bien énervé. Oui, je suis énervé, agacé. Je trouve que c'est tellement facile. Aujourd'hui, on essaye, face à une situation que les Français vivent et connaissent et qui est dure, de faire bouger tous les leviers possibles. Tous les leviers. On invente des choses tous les jours. Je le disais sur le partage des tâches. Aujourd'hui, on a presque 80% de la population qui est couverte par des organisations où les médecins et les autres professionnels de santé se regroupent pour répondre. On aura à la fin de l'année la généralisation du service d'accès aux soins, c'est-à-dire vous pouvez, si votre médecin traitant n'était pas disponible, appeler le 15 et avoir à la fin soit une situation d'urgence, soit si c'est pour du soin qui peut attendre un peu, un médecin qui va vous trouver un rendez-vous. Mais Que Choisir qui propose, qui demande que des mesures de contrainte à l'installation forcée soient décidées. Oui, mais c'est là. L'installation forcée des médecins. Si le débat, c'est de dire est-ce qu'on est pour ou contre l'installation forcée, je suis tout à fait prêt à le tenir avec Que Choisir. Vous êtes pour ou pas ? Non, je ne suis pas pour. Mais parce que ça avait été, certains de vos prédécesseurs étaient plutôt pour. Je ne suis pas pour parce qu'aujourd'hui... Depuis 2017. Je ne suis pas pour parce que sans doute que j'aurais plus ça serait plus simple politiquement. Sans doute je me ferais quelques minutes de notoriété. Mais si nous faisions ça, les médecins, les jeunes, les étudiants, en fait, ils renonceraient à ce projet-là. La médecine, elle a aussi ce projet d'être médecin. À faire des études de médecine. Oui, aujourd'hui, on le voit bien et on l'entend partout. Hein. On change, on ne veut pas faire 40 années le même travail. Et c'est pareil pour les médecins. Il y a des choix d'installation, il y a des choix de vie. Vous finissez vos études de médecine à 30, 31 ans. Vous êtes en couple, vous avez des enfants et on vous dit vous allez aller vous installer là, ailleurs dans le pays. Qu'est-ce que vous faites ? Vous restez médecin, vous changez. Moi, je suis certain aujourd'hui que ça n'est pas la bonne réponse. Et si l'UFC Que Choisir ou d'autres veulent avoir le débat, il a lieu au Parlement régulièrement. Mais ça n'est pas de l'inaction, c'est un choix politique de considérer que la responsabilité, elle va l'emporter et elle est en train de l'emporter. Moi, je suis toutes les semaines dans des visites et je vois, y compris dans des endroits en France qui ne sont pas les mieux desservis, j'étais en Dordogne, dans le Tarn, dans le Gard, des endroits qui ne sont pas des grandes métropoles, des endroits où les médecins, avec les autres professionnels, s'organisent pour répondre à cette demande des Français. Donc il n'y a aucune inaction, ni du gouvernement, ni des professionnels de santé. Les médecins, justement, les médecins libéraux ont demandé une revalorisation du tarif des consultations à 50 €. Vous leur avez accordé une augmentation d'1,50 € par consultation. Vous pouvez parvenir à un compromis ou pas aller plus vers les 50 €? Vous allez un peu vite. Il y a eu une première négociation conventionnelle, comme on appelle cela, entre les syndicats de médecins libéraux et l'assurance maladie au début de l'année. Elle a échoué. Donc il y a eu ce qu'on appelle un règlement arbitral. Est-ce que ça peut aller au-delà ? Qui a fixé à 1,50 €. Est-ce que par exemple, on peut arriver à... il demande 50 €, est-ce que vous pouvez arriver à 30 € par consultation ? Ça ira au-delà. La plupart demandent 30 € et pas 50 €, mais la plupart demandent 30 €. Mais ça ira au-delà. C'est un effort considérable pour l'assurance maladie. L'assurance maladie, ce sont nos cotisations. Et donc,
nous entrons dans une phase de négociation. Elle a commencé. Moi, j'ai tout fait pour que cette négociation reprenne. Je me suis engagé personnellement. Elle a repris. Les 6 syndicats de médecins sont autour de la table et on partage certains objectifs, notamment le premier, c'est celui de l'attractivité pour les médecins pour renforcer l'accès aux soins. Mais quand vous dites ça ira au-delà, c'est-à-dire ça peut aller jusqu'à combien ? C'est une négociation. Alors, si dans une négociation, en fait, vous savez quel est le point d'atterrissage. Vous avez l'idée en tête, vous savez ? Vous savez jusqu'où vous pouvez aller ou pas ? Je sais combien coûte chacun des euros de plus, et donc nous verrons... 1 euro de plus, c'est combien de centaines de millions ? Ça dépend si on les met en place sur toute l'année, sur une partie de l'année, etc. Donc, ce que nous verrons, c'est est-ce que, en termes de réduction d'un certain nombre de dépenses qui sont liées à des actes dits non pertinents, quelquefois on vous fait faire, on l'a tous vécu, 2 fois la même radio, vous l'avez faite avec votre médecin. Donc on peut récupérer de l'argent d'un côté. On peut récupérer de l'argent d'un côté, on peut maîtriser un peu plus pour payer plus les médecins. Et oui, on ira au-delà de 26,50 €, qui était le règlement arbitral. La dynamique de négociation, elle est engagée. Et moi, je crois à la dynamique de négociation conventionnelle. Et ça, vous donnez combien de temps pour arriver on va se donner quelques mois. Chacun, je pense, veut plutôt aller plus vite que la dernière fois. Mais en même temps, il faut que les engagements d'un côté comme de l'autre soient solides, robustes, fiables et que chacun soit en confiance. C'est ce travail qu'on a commencé à faire. En ce qui concerne l'hôpital, où est-ce que résident les difficultés du système de soins avec des interrogations autour de la capacité des services d'urgence et des maternités ? Où est-ce que vous en êtes sur ces dossiers ? Est-ce qu'il faut rouvrir des lits ? Comment ? Où ? Et puis aussi une autre question, on n'a jamais mis autant d'argent dans le système de santé, on a l'impression qu'il n'y a jamais assez d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le système de santé, je commence par la dernière question, le système de santé, chaque année, il va coûter un peu plus cher. Parce que chaque année, la population vieillit, chaque année, il y a plus de maladies, chroniques, il y a de nouveaux déterminants de santé, la pollution, le changement climatique, etc. Donc oui, le système de santé, il coûte de l'argent. Face à cela, il y a des réponses qui ont été apportées, notamment parce qu'on était décroché en termes de salaire des infirmières, des aides-soignantes et en partie C'est la des faute aux médecins. 35 heures d'ailleurs ou pas ? Ce qui se passe à l'hôpital ? Je pense pas du tout que ce soit la faute aux 35 heures. Les 35 heures, elles ont maintenant quelques années. C'est la faute à beaucoup de facteurs et c'est au cœur de tout, il y a le sujet des ressources humaines. Il faut attirer et fidéliser les gens à l'hôpital. Je pense que sur le volet financier, on a fait ce qu'il fallait avec le Ségur de la santé en 2020 et les mesures très importantes que la Première ministre a annoncées fin août, où on a revalorisé de 25% le travail la nuit. Parce que le travail la nuit à l'hôpital, c'est particulièrement dur et on a revalorisé aussi le travail le samedi et le travail le dimanche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un frémissement et je n'ai aucun déni sur la situation. L'hôpital, il est toujours sur la ligne de crête. Mais le frémissement, c'est qu'on est en train de recruter plus, donc on est en train de rouvrir des lits. Et rouvrir des lits, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'êtes plus à une infirmière près pour que, si jamais elle ne vient pas le soir, le service d'urgence tombe pour toute la nuit. Vous pouvez accorder la demande de formation qui est demandée depuis 2 ans, 3 ans par une aide-soignante. C'est ça, aujourd'hui, la bataille, elle va se gagner aussi comme dans le reste. Vous êtes certain qu'elle va se gagner la bataille ? En tout cas, moi, je suis pas devin, mais je suis engagé. La bataille, elle va se gagner dans les hôpitaux eux-mêmes. Il faut que les chefs de service, les médecins, les infirmières, les aides-soignantes trouvent plus de sens. On essaie de les dégager des tâches administratives. On essaye de leur laisser plus d'autonomie. Est-ce que l'administration a une place trop importante ? Dans le système de santé. C'est toujours pareil. L'administration, on peut toujours considérer qu'elle a une place. Quand on compare avec ce qui se passe dans les autres pays. Alors les comparaisons ne sont pas si désagréables que cela pour nous. Pendant le Covid, on s'est aperçu aussi que c'était utile d'avoir un système administré. Peut-être qu'il y a des endroits dans les hôpitaux où par contre il y a des postes administratifs qui devraient être plutôt mis dans le service plutôt qu'à l'échelon central. Je prends un exemple. Une infirmière aujourd'hui qui passe un quart d'heure
pour obtenir le service informatique ou le service de maintenance pour avoir une cartouche d'encre pour l'imprimante, eh ben c'est un quart d'heure où elle ne fait pas du soin. Peut-être qu'il pourrait y avoir un emploi de logisticien ou un emploi administratif qui ferait ça. Ça serait mieux. C'est ces changements concrets qu'on doit faire. Et donc, moi, je ne suis pas... Le système de santé, il est à la fois formidable parce que tous les jours, il y a des avancées et il est extrêmement fragile. Mon seul boulot, c'est de le pousser un peu moins près de la falaise où il vit tous les jours et dans une insécurité qui n'est pas bonne pour les soignants. Alors justement, par rapport à ça, le pousser le plus loin de la falaise dont vous parlez, il y a le dossier du doublement des sommes restant à la charge des assurés qui s'applique sur chaque boîte de médicaments achetés ou lors d'une consultation chez le médecin. Où est-ce que vous en êtes ? Aujourd'hui, cette mesure qu'on appelle donc le doublement des franchises médicales... Donc on précise les choses, c'est passer pour les boîtes de médicaments de 50 centimes d'euros à 1 euro et pour la consultation chez le médecin de 1 à 2 euros. Moi, je vais dire les choses et je les ai dites. J'ai été nommé le 20 juillet. Je crois que j'ai parlé de ce sujet pour la première fois le 24 ou le 25 juillet. Parce que je pense que, par ailleurs, le système de santé et globalement les difficultés de notre société, elles ne se règlent que dans la transparence. Il faut dire les choses. Aujourd'hui, on a une consommation de médicaments qui va très fort, qui coûte très cher. Alors, on peut dire tant mieux, mais on peut aussi constater qu'on a des comportements qui sont... voilà, moi, je vais chez le médecin pour mes enfants. Je ne fais pas le détour par chez moi pour voir si j'ai les médocs dans ma pharmacie. Est-ce qu'on ne peut pas dire le tout gratuit, c'est fini ? Le médicament n'est pas un produit de consommation comme les autres. Il coûte cher, il a un impact en termes écologiques. Donc, ces mesures, elles sont instruites. Ouais. Parce qu'on attendait à ce qu'elle soit décidée dans le cadre du PLFSS, ça n'a pas été fait. C'est une mesure qui ne relève pas du législateur. Moi, on a posé des principes. J'ai posé des principes. Il n'y aura pas, parce que, donc, vous l'avez dit, ça serait le doublement, mais il y a un plafond de 50 euros. Ça veut dire que les malades par an, qui ont le plus besoin du système de santé, ils ne verraient pas ce plafond doublé. On a fait les mesures, c'est compliqué, mais ça augmenterait par an ce doublement des franchises de 17 euros la facture pour les Français. Ça ferait 800 millions d'euros de recettes pour la sécurité sociale. Non, c'est pas acté, je le dis simplement, parce qu'aujourd'hui, le sujet pouvoir d'achat, il est très présent. Et 17 euros, c'est 17 euros, même si c'est sur un an. Et donc, on veut être sûr c'est aussi... C'est ciblé ou pas ? Que ça, on a ciblé de fait, puisque quand on dit qu'il y a ce plafond à 50 euros, ça veut dire que les malades à infection de longue durée, ils ne toucheront pas. Et les malades les plus précaires, qui ont la complémentaire santé solidaire, qu'on a élargi, ils ne sont pas touchés non plus. Est-ce que pour vous, c'est une mesure qui serait normale, qui serait... Est-ce que vous l'avez dans votre esprit ? Est-ce que ça va être acté ou pas ? Encore une fois, entre le président de la République, la première ministre, le ministre des Finances, on prendra cette décision dans les semaines qui viennent. Avant la fin de l'année. Moi, je suis prêt, je le dis comme cela, à la défendre, parce que c'est 800 millions d'euros. À la fin, ils vont pour financer le système de santé. Ce n'est pas 800 millions d'euros qui vont aller financer une autoroute ou autre chose. Donc, ils sont pour le système de santé, et on l'a vu, on en a parlé tout à l'heure sur l'hôpital ou sur les médecins, on a besoin de ressources pour financer sa transformation. Donc je serai prêt à la défendre, mais il faut qu'elle soit comprise et qu'elle ne soit pas vue juste comme une mesure contre le pouvoir d'achat des Français. Autre dossier qui vous concerne quelque part, c'est la fin de vie. La fin de vie, est-ce qu'il faut légaliser l'aide active à mourir, et de quelle manière ? Est-ce que c'est par l'euthanasie ou éventuellement par le suicide assisté, comme en Suisse ? Je pense aujourd'hui, le président de la République l'a annoncé, il y a eu une convention citoyenne, il y a eu de très nombreux débats qui sont menés de manière remarquable par Agnès Firmin-Lebaudot, qui est ministre déléguée avec moi. Je pense aujourd'hui que l'exigence du président de la République, c'est une exigence d'effectivité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, si on va vers cette aide active à mourir, c'est-à-dire quelqu'un qui aurait un pronostic vital engagé à moyen terme, qui aurait exprimé son consentement libre et éclairé, et donc qu'on pourrait accompagner, même si c'est lui qui fait le dernier geste, c'est le patient qui fait le dernier geste, il faut qu'on soit sûr qu'auparavant, on ait pu lui proposer des soins palliatifs. Donc on a construit un plan soins palliatifs. Le président, il nous demande d'être sûr
de la robustesse de ce plan. On l'a construit, il est robuste, un peu comme on avait C'est un problème construit. d'éthique ou un problème politique ? Je pense que c'est d'abord un problème d'éthique. C'est d'abord un problème d'éthique. Et un problème, c'est là, pardon, mais ce ne peuvent pas être simplement de grandes déclarations. Est-ce que Parce que ça concerne tout le monde. Hein. Voilà, est-ce que dans tous les territoires de France, l'accès aux soins palliatifs sera possible ? Moi, mon job de ministre de la Santé, c'est la deuxième fois que je dis cet anglicisme, pardon, c'est d'assurer que le plan soins palliatifs, il sera efficace et qu'on sera capable de le faire. Et c'est pour ça, et le président, il nous demande, à Agnès Firmin-Lebaudot et moi, de vérifier chaque étape du process. Et je pense qu'il vaut mieux que quand on rentrera dans le débat devant le Conseil d'État ou le débat parlementaire, on soit absolument sûr de ça. Courant 2024 ? Oui, ça sera évidemment courant 2024, parce que tous les mots comptent aussi. Hein. Tous les mots comptent. Il faut pas qu'on se trompe. Et il faut derrière qu'on soit totalement capable d'assumer ce débat vis-à-vis des familles, vis-à-vis des patients et vis-à-vis des soignants aussi. Autre dossier qui vous concerne aussi avec Aurore Bergé, la loi sur le grand âge annoncée par Elisabeth Borne pour 2024 cette semaine. Qu'est-ce qu'il faut en attendre et selon quel calendrier ? Je pense qu'il faut d'abord en attendre le fait que c'était une demande forte depuis très longtemps, une demande de loi sur le grand âge pour avoir de la visibilité. Et parce qu'on a devant nous des très gros changements, j'allais dire très, très culturels. Aujourd'hui, les Français, ils veulent pouvoir vieillir à leur domicile. Donc ce virage domiciliaire. Oui, parce qu'on voit aussi que les EHPAD sont en... On a des EHPAD qui sont en grande difficulté financière pour une partie d'entre eux. 77% des EHPAD publics étaient déficitaires en 2020. Absolument. Donc il faut cette loi de cadrage, cette loi pluriannuelle, pour donner à voir quelle est notre stratégie pour le grand âge. Parce que là encore, la politique, c'est ça. J'y reviens un instant. C'est pas juste des mots. C'est qu'aujourd'hui, vous avez 50 ou 60 ans, et tout d'un coup, vous devenez aidant de vos parents, avec une espérance de vie qui s'allonge. Donc, c'est quelque chose d'intime, c'est sûr. On veut pouvoir aider ses parents, et en même temps, il faut qu'on soit aidé pour faire ça. Aidé par l'État, oui. Aidé par l'État, aidé par la collectivité, parce qu'on se décrète pas aidant comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose où c'est un sujet politique et on le prend tel quel. Ça n'est pas juste un sujet qu'on doit renvoyer à la responsabilité individuelle. Autre dossier qui vous concerne, le diabète. Une maladie qui touche des millions de Français. Et ce que l'on constate, c'est que les industriels ne jouent pas forcément le jeu. Pourquoi ? Parce que c'est dans la mesure où la plupart des produits qui sont vendus dans le commerce contiennent des proportions importantes de sucre. Est-ce qu'il ne faut pas les contraindre les industriels à changer la donne en la matière ? Il y a la première chose, c'est que oui, le diabète, on a un peu banalisé cette maladie. Il y a des millions de Français qui vivent avec ça tous les jours, qui doivent se soigner, s'adapter, se faire des injections. Donc tout ce qu'on peut faire en matière de recherche d'une part, et en matière de prévention, c'est ce que vous évoquez d'autre part. Et donc il y a cette usine qui va ouvrir à Chartres qui a été voilà, alors il y a des progrès. Mais alors sur les industriels. Moi je crois que les industriels, je crois encore, mais le débat aura lieu à nouveau, je crois encore à la responsabilité. Par exemple, le Nutri-Score progresse chaque année, il n'est pas obligatoire, mais de plus en plus d'industriels mais là, c'est pas une contrainte qui pèse sur les industriels. Est-ce qu'il faut taxer les industriels quand ils utilisent trop de sucre dans leur... Je pense que le débat, il est ouvert. Je pense qu'on retrouvera, par exemple, on a plusieurs sujets sur lesquels il faut qu'on sache et qu'on détermine une ligne. Moi, je présenterai cette semaine, par exemple, sur le tabac, le nouveau plan national de lutte contre le tabac. Et oui, il y aura des mesures fortes qui vont être prises. Et sur le sucre, il faudra, et moi je réunirai aussi avec mes collègues de Bercy les industriels, parce que s'ils ne bougent pas, à la fin, la responsabilité, elle reviendra du côté de l'État, du Parlement. Donc, et du gouvernement. Et on verra. Il y a eu. Et on n'a pas souhaité... ça veut dire de bouger de quelle manière ? De réduire effectivement l'utilisation massive de sucre. Cette année, il y avait des propositions qui ont été portées par des députés. Je pense au député Isaac Sibyl du Rhône. On n'a pas voulu les retenir à ce stade en se disant qu'on était encore dans l'étape de la responsabilité du côté des industriels.
Mais si la responsabilité, à un moment, elle n'est pas prise, ben c'est l'État qui Et à prendra un les moment, siennes. c'est quand ça? Eh ben on a cette année, moi c'est une année où je pense que la prévention sur le sucre, sur le tabac, sur l'alcool, elle doit faire des progrès majeurs. Le tabac, je redonne ce chiffre, c'est 200 morts par jour qui seraient Et évitables. le sucre et le diabète, c'est beaucoup de morts Et aussi, le, hein. et le diabète, c'est aussi beaucoup de morts et des vies qui sont totalement marquées par Surtout ça. la fin de vie, hein. Et surtout la fin de vie, absolument. Alors, vous avez été directeur de cabinet d'Elisabeth Borne, Aurélien Rousseau. C'est plus facile d'avoir été son collaborateur à Matignon ou d'être son ministre aujourd'hui? Ah tiens, c'est une question que je ne me suis pas Parce qu'on a dit que posée. c'était un peu tendu avec elle. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Non, en fait, moi, je ne crois pas. Enfin, je dirais pas ça. C'était tendu. On a Elisabeth Borne. Elle est. Je suis. Je veux dire, je suis un de ses proches. Elle m'avait choisi comme directeur de cabinet. On a fait une année d'une intensité inouïe. On a fait voter. Elle a fait voter 50 textes. Et la légende que le 49.3 serait la règle, surtout non. On ne l'a utilisé que sur les textes financiers. Mais donc, plus facile aujourd'hui ou avant? C'est très différent. En tout cas, je pense qu'on a gardé notre complicité. Et dans la complicité, comme dans toute histoire de proximité, il y a quelquefois un peu de tension. de tension, mais il y a d'abord de la complicité. Et je le dis, Ouais. moi, je suis profondément aligné avec Elisabeth Borne sur ce qui est essentiel chez elle. C'est il faut cette bataille pour le travail et le plein emploi. C'est ça qui préservera notre modèle social. Moi, c'est par là que je suis engagé derrière elle et dans ce gouvernement. Travail et plein emploi aussi au gouvernement. On entend des rumeurs de remaniement, Aurélien Rousseau. Quel est votre avis? Est-ce qu'il faut donner un nouveau souffle, un nouvel élan au gouvernement, avec ou pas changement de Premier ministre? C'est ce dont on entend parler aujourd'hui. Alors, les rumeurs de remaniement, elles sont... peut-être que j'ai des acouphènes, mais j'ai l'impression qu'on en entend, régulièrement. En gros, est-ce que l'équipe gouvernementale est usée, vieillie, fatiguée? Non, je ne crois pas. Je crois que le président de la République l'a dit cette semaine. Il a dit cette semaine dans une conférence de presse en s'adressant notamment au monde de l'entreprise, mais il a dit réveillez-vous. Mais Est-ce que vous dites à vos collègues réveillons-nous? Non, je dis juste que on est dans une bataille pour le plein emploi. Et ceux qui pensent qu'elle serait, et je ne dis pas qu'il y en a dans le gouvernement, elle n'est pas gagnée, et c'est elle qui est déterminante. Le sujet du déficit de la sécurité sociale, avec 2 points de chômage en moins, il serait réglé. Ouais. Donc cette bataille que mène Elisabeth Borne, je pense qu'elle est centrale. Vous la voyez durer à Matignon au-delà du début de l'année prochaine? Alors, encore une fois, moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je pense qu'elle a une détermination et un courage que peu d'hommes et de femmes politiques ont. Alors, l'actualité, Aurélien Rousseau, vous en avez parlé tout à l'heure, elle est dominée depuis 7 semaines par la situation en Israël et à Gaza. Emmanuel Macron, il avait fait de la libération des otages, notamment des 8 Français, une priorité absolue. Pourtant, aucun otage d'entre eux n'a été libéré. Est-ce qu'il y a pourtant des raisons d'être optimiste en la matière? Et comment vous expliquez que Emmanuel Macron, qui a évolué dans sa position par rapport à la guerre entre le Hamas et Israël, n'ait pas obtenu gain de cause en ce qui concerne la libération des otages français? Alors, moi, d'abord, dans ces sujets, il faut être très prudent et tous les mots comptent. Donc, moi, d'abord, je me réjouis de la libération d'une quarantaine d'otages qui ont été libérés. Les images sont absolument bouleversantes. Elles ne sont pas aussi bouleversantes, sans doute, que celles des atrocités du 7 octobre, mais elles sont bouleversantes. Le président de la République, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères sont tous les jours, toutes les heures à la manœuvre sur ce sujet. Moi, je pense que dans ces cas-là, mais il faut de temps en temps, quand on est un responsable politique, apprendre à se taire et à laisser faire ceux qui sont au cœur du dossier. Moi, le président de la République, par ailleurs, depuis le début, il a pour moi une ligne claire, mais son engagement pour les otages aujourd'hui, c'est la priorité des priorités. On a encore 8, sans doute, de nos compatriotes qui sont dans les mains du Hamas. Les massacres du 7 octobre, ils ont été accompagnés de viols avec mutilation des parties génitales et des tortures planifiées par la direction du Hamas. Et pourtant,
les associations féministes sont restées silencieuses à propos de ces actes barbares. Le viol utilisé comme arme de guerre par le Hamas, qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire d'abord l'effroi, l'horreur, le dégoût. Le viol, il a malheureusement toujours été utilisé comme une arme de guerre. C'est pour ça, par ailleurs, que, y compris dans les conventions internationales, il est explicitement cité. On l'a connu. Enfin, toujours pas tout le temps. Pas tout le temps, le monde. mais c'est une On l'a vu manière- d'ailleurs en Ukraine. Hein, On l'a vu en récemment, Ukraine, on l'a ouais. vu tout au long de ce terrible XXe siècle. C'est effrayant. Je pense qu'il y a aussi, il n'y a pas que de l'aveuglement ou du silence. Il y a aussi une forme. Vous parlez de la part des associations Ouais, il y a féministes. une forme de Ouais. sidération. On a découvert aussi progressivement, enfin, c'est pas pour relativiser, mais tout ce qui avait pu être fait. Voilà. Et le viol il est insoutenable en règle générale, et comme arme de guerre, il est. Il y a même plus de mots. C'est pour semer la terreur. Pour semer la terreur. La situation à Gaza, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? La situation à Gaza, elle m'inspire qu'aujourd'hui, avec cette pause, notre responsabilité, c'est d'être en situation d'aider les Palestiniens qui sont aussi, d'une certaine manière, les victimes du Hamas. Ils sont les victimes de cette folie terroriste, et les enfants palestiniens qu'on va évacuer de Gaza, ils n'ont rien à voir avec ce qui se joue. Donc c'est pour ça que depuis le début, on a envoyé 100 tonnes d'aide humanitaire. La semaine dernière, c'est encore 10 tonnes de matériel médical. Hier matin, ce sont 21 soignants qui sont partis pour aller armer le porte-hélicoptère d'Ixmude pour installer des lits sur ce bateau, des lits de soins critiques, des lits, des blocs opératoires en coopération avec notamment les Égyptiens qui ont 3 très gros hôpitaux qui vont jouer le rôle de dispatching. Et nous, on se tient prêt aussi à accueillir, s'il le faut, sur les territoires nationaux, des blessés qui auraient besoin de soins qu'on n'arriverait pas à donner ailleurs. Avec des répercussions en France, près de 2000 actes antisémites commis et constatés depuis le 7 octobre. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et puis aussi, vous en parlez tout à l'heure, Jean-Luc Mélenchon qui multiplie depuis des années les tweets, les déclarations Roland nauséabonds sur le CRIF, sur des personnalités d'origine juive comme Yael Braun-Pivet, comme Elisabeth Borne, ou même Pierre Moscovici, c'était déjà en mars 2013, qui l'accusait de ne pas penser français, mais finance internationale. Mélenchon, c'est un antisémite ? Moi, je pense d'abord, pardon, au début de votre question, l'antisémitisme en France, il faut toujours le replacer dans son histoire, et il faut qu'on comprenne que ce combat contre l'antisémitisme, y compris pour les plus jeunes de nos concitoyens, c'est un combat universaliste. Et je vais préciser une chose pour nos auditeurs. Ouais. Hein, en préparant cette émission, vous m'avez dit que vos grands-parents avaient sauvé des Juifs pendant la guerre. Oui, moi je suis Cévenol. Il y a Patrick Cabanel, l'historien, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les Cévennes, un jardin d'Israël. Donc l'antisémitisme en France, il a toujours été le prélude à d'autres formes de racisme, à d'autres formes de persécution. Depuis toujours, depuis l'affaire Dreyfus en particulier. Et il faut redire ça, le combat contre l'antisémitisme, c'est un combat universaliste et pas un combat essentialiste de quelque façon que ce soit. D'où cette question sur Jean-Luc Mélenchon. Ouais, donc et oui. Puisque vous venez de la gauche. Ouais, hein. Il y a des. Comment en est-on arrivé là ? C'est-à-dire comment en est-on arrivé à ce que Jean-Luc Mélenchon, qui est par ailleurs un intellectuel que je croyais universaliste, peut jouer sur ces petits signaux qu'on envoie, sur ces mots plus ou moins voilés. Quand vous étiez à Matignon avec Elisabeth Borne, vous l'avez entendu. Oui, je l'ai. Vous l'avez sans doute vu souffrir des attaques dont elle a été l'objet. Bien sûr, mais je l'ai vu, mais je le vois à chaque motion de censure, quand les orateurs de la France insoumise commencent leur péroraison par dégager. On se croirait revenu dans une période beaucoup plus sombre de notre histoire. Donc, ce qui, moi, me met dans une colère, mais une colère immense, c'est que en faisant ça, Mélenchon et sa clique, en faisant
c'est en n'étant pas clair sur le fait que le 7 octobre, c'était une attaque terroriste du Hamas contre Israël et qu'Israël, dans le cadre des lois internationales, évidemment, a le droit de se défendre. Mais quand il fait ça, il donne un blanc-seing, c'est ce que j'appelais tout à l'heure la lessiveuse, au Rassemblement national pour se draper dans une espèce de virginité factice sur une lutte, une pseudo-lutte contre l'antisémitisme. Est-ce qu'il favorise ainsi le passage à l'acte antisémite ? Est-ce qu'ils arment ainsi les tueurs de juifs ? Je ne sais pas, j'espère pas, je ne crois pas. Ce qui est sûr, c'est qu'ils voudraient qu'une partie de nos concitoyens d'origine musulmane, de culture musulmane, de confession musulmane, se disent, basculent justement hors de l'universalisme et se disent qu'il y en a qui défendent les juifs et Mélenchon défend les musulmans. Mais c'est au nom de l'universalisme. C'est des petits calculs électoraux. Je pense qu'à la fin, c'est pour consolider un socle électoral. Mais je pense que nos concitoyens... je pense que ça n'est pas moral. Oui, ça n'est pas moral. Et c'est contraire aux valeurs de la République. Et c'est contraire aux valeurs de la République. Et nos concitoyens, ils sont, moi j'en suis convaincu, plus intelligents que ça. Quand la semaine dernière, on défilait contre l'antisémitisme, on défilait pour les valeurs de la République, on défilait pour l'universalisme. Et donc LFI et Mélenchon sont en dehors des valeurs de la République. Non, parce que Elisabeth Borne qui dit le LFI s'est exclu du champ républicain. Moi je pense qu'à LFI, il y a des voix dissonantes, et je pense que ces voix dissonantes, elles doivent comprendre aujourd'hui que cette fracture-là, c'est une fracture essentielle et qu'on ne peut pas dire oui mais, on ne peut pas dire oui on est à LFI mais ça. Il y a quelque chose qui a été rompu avec ces prises de position. Le comédien Jean Benguigui, qui était l'invité de Radio J ce matin, il disait Jean-Luc Mélenchon se doriotise, il a raison. Alors moi, les comparaisons historiques, précisément parce que c'est mon métier d'origine historien, je fais très attention. Ce qui est sûr, c'est qu'il fait un calcul politique qui est nauséabond. Nauséabond. Merci en tout cas Aurélien Rousseau d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Merci.